Bonjour, ici Richard de Bessonnet. Je suis en présence de Guy Richer, un musicien, un pianiste, enfin bref, vous connaissez plusieurs instruments. Cela étant dit, dites-moi d'abord et avant tout, il y avait un piano dans la maison, chez vous? Oui, il y avait un piano. Est-ce qu'on peut dire que la musique, l'aventure de la musique a commencé comme ça? Oui, Dans votre vie? oui. J'ai commencé en faisant promener mes petites voitures sur les notes, puis je les stationnais en plein noir, tranquillement. J'ai apprivoisé le piano. Puis à un moment donné, je m'amusais à juste peser sur une note, puis je mettais la pédale, puis là j'écoutais le son qui se perdait, parce que ça dure longtemps, le son d'un piano, hein, c'était impressionnant. Moi, j'étais fasciné par ça. Oui. Dites-moi, la contrebasse, alors, intervient beaucoup plus tard, à la fin de l'adolescence, au début de la vie d'adulte? Oui, parce qu'il faut dire que la contrebasse, c'est un instrument qu'on ne peut pas jouer quand on a 8 ans. Voilà. Ça prend une certaine grandeur, une certaine force aussi, de la dimension des mains aussi. Donc, les contrebassistes commencent toujours un peu tard. Souvent, ils ont joué d'un autre instrument avant. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un instrument porteur dans la jeunesse pour vous? Oui, parce que à partir du moment où j'ai commencé à jouer de la contrebasse, ça m'a ouvert toutes sortes de portes que d'autres instruments, comme le trombone, ne m'avaient pas ouvertes. Par exemple, le trombone, c'est un instrument qui se retrouve dans des groupes où il y a déjà beaucoup d'autres instruments. D'accord. Et puis c'est un instrument de luxe. Donc on va jouer dans des gros groupes, tu joues le deuxième trombone, on te donne la partition, c'est ça. C'est un peu du travail à la chaîne. Hein? Tu ne vas pas trouver un trombone soliste avec un guitariste, puis il se promène partout. Non, non. Ou un trombone qui accompagne un chanteur. Tandis que la contrebasse, ça m'a ouvert des portes dans la musique classique, la musique folklorique, musique celtique, le jazz, le blues, chansons françaises, j'en oublie. Ça a ouvert beaucoup de portes que le trombone n'ouvrait pas. Ben, ce n'est plus l'instrument avec lequel vous fonctionnez aujourd'hui. Encore un petit peu peut-être? Oui. Ben, en fait, quand je joue avec des gens, la plupart, plus souvent qu'autrement, c'était la contrebasse. Alors, plus oui, comme quand vous vous retrouvez à l'église, je crois. Oui, voilà. les bajans, c'est un instrument d'accompagnement, c'est un rôle spécial que j'aime beaucoup, parce que tu supportes l'ensemble de la musique, c'est un peu la base, puis, mais tu n'es pas à l'avant-plan. D'accord. Le piano, par contre, ça me donne l'occasion d'abord, on peut jouer tout seul du piano, on peut chanter, s'accompagner au piano, on peut accompagner des gens, on peut aller dans toutes sortes de situations. La contrebasse, c'est un instrument de groupe. C'est rare que tu vas voir un contrebassiste tout seul qui va jouer pendant des heures de temps. Là, ça devient ennuyant. C'est comme une batterie. Là, okay, sur une batterie, 5 secondes, mais après ça, là, ouais. Okay. À partir de quand on peut dire qu'une volonté de création s'installe? Je pense à un moment, quand j'étais à Saint-Venant, j'avais joué avec les Séguins. Oui. On était voisins à ce moment-là. Puis il y a eu la visite à un moment donné de Raoul Duguay et sa compagne, qui était venu voir Richard, qui était venu me voir aussi parce que j'avais joué déjà, je connaissais Raoul, on avait joué ensemble, tout ça. Monique Twain, dont vous me parlez là. Oui, alors Monique Twain, c'était la compagne de Raoul. Oui. Puis là, à cette occasion-là, elle me laissait un cahier comme ça, avec des textes de poésie qu'elle avait écrits. Puis j'ai pris un texte, puis j'ai fait une musique dessus, puis ça m'a comme éveillé. J'avais déjà composé un peu, là, j'ai fait quelques chansons. Quel était ce texte, cette musique? C'est Heureusement, le texte. Heureusement. Le texte s'appelle Heureusement, la chanson s'appelle Heureusement. Oui. Alors j'ai fait une musique là-dessus. Ça m'a dit, comment ça, c'est intéressant, je peux prendre des textes, puis faire des musiques. Puis j'ai fait plusieurs chansons sur ces textes à elle, puis ça m'a comme un peu poussé là-dedans, puis ça m'a donné le goût. Puis éventuellement, j'ai commencé à faire aussi mes propres textes, donc mes propres chansons. Mais ça, c'est plus laborieux pour moi. C'était plus loin, ça, dans le temps. Là. Oui, là, on est rendu dans les années 75, 76, dans ce coin-là. Vous avez travaillé avec des Séguins. Oui. Il y a une chanson en particulier dont on a parlé qui s'appelle « La prière à la terre ». Oui. C'est une chanson que j'avais déjà faite avant, mais je l'avais faite, je ne sais pas si je dois raconter l'anecdote de la Place des Arts. Oui, allez-y. Avec l'Infonie. Oui. C'était une super belle expérience. Et l'Infonie, pour ceux qui ne savent pas, c'était un groupe assez fou là, à l'époque.
Puis là, c'était à la Place des Arts, la grande salle. Puis là, la symphonie, c'était un groupe de... On était une quinzaine avec une trompette, trombone, saxophone, basse, batterie, tout ce que tu veux, piano. Et puis Walter Boudreau qui dirigeait, puis Raoul Duguay qui était un peu le poète qui animait tout ça. Puis là, j'avais fait cette chanson-là, habillé avec... on était tout attriqués de cette façon, mais moi, c'était des combines, des grosses combinaisons à laine grises avec la porte en arrière, qui ouvre, là, les sous-vêtements, là, puis un collier de maïs avec ma guitare, puis je chantais à la Place des Arts en première partie de Jean-Pierre Ferland. C'était vraiment extraordinaire comme expérience. Donc ça, c'était la chanson qui était reprise par la suite par les Séguins. Oui. Ça s'appelle Prière à la terre. Est-ce que vous vous en souvenez? Vous ne pourriez pas nous... Je pourrais en faire un petit bout, mais peut-être qu'il y en a une autre. Ah oui? Allez-y, il y en a une autre qui vient à l'esprit à cette époque. Qui vient à l'esprit, parce qu'on avait parlé des harmonies de corps. Oui. J'essaie d'expliquer c'est quoi les harmonies de corps, puis comment les harmonies de corps m'ont amené à découvrir les principes de l'harmonie de base. Ici, quand vous dites corps, il faut comprendre, ici, on parle d'un instrument de musique. Oui, le corps, le pom, 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 pom. Voilà. Alors, c'est ça, j'avais... Entre les mains, j'ai eu un corps à un moment donné, puis je me suis amusé avec ça. Puis là, j'ai compris un peu, puis ça m'a inspiré à écrire une musique sur un texte de Raoul. D'accord. Je peux vous montrer un peu Oui, mais allez-y, allez-y. Les harmonies de corps. Alors, ça joue sur les harmoniques de l'instrument. Alors, si on prend les harmoniques, on a, mettons, l'harmonique basse, on a la première octave, on a la quinte. La quinte ici, l'autre octave, la tierce, la quinte, la 17e, l'autre octave. Alors, le corps, lui, utilise ces notes-là. Puis si on met deux corps ensemble, ils peuvent faire. Qu'on peut jouer avec ces harmonies-là. Puis à un moment donné, j'ai composé sur le texte de Raoul, je ne me souviens pas exactement des paroles, mais ça fait tu fais Magnifique. Ouais. C'est très, très beau. Alors, c'est pas... Je n'ai pas utilisé les harmonies de cordes, mais on les a entendus quand même un bon bout. On reconnaît le son typique des cordes, des trios. Oui, c'est les cordes de chasse, en fait. Oui, les cordes de chasse, parce qu'ils sont toujours sur les mêmes notes. Absolument. Les notes limitées. Absolument. On va changer de sujet 2 minutes, parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Un texte que vous avez écrit, qui fait 20 pages quand même, qu'on trouve, je crois, sur votre site. Oui, c'est sur mon site. Et donc, je vous laisse nous dire le titre et nous en parler un petit peu en quelques mots. Oui, quelques mots, ça va être difficile. Oui, je sais, ça va pas être facile. Le mérite. J'aime ça, le mérite. Je pense que j'ai donné un sous-titre, je ne suis pas sûr si j'ai juste pensé que je l'ai mis, mais pourquoi on se donne tant de mal? Mais j'aimerais mentionner que vous dites sur votre site que s'il restait quelque dont vous voudriez qu'on se souvienne à votre sujet, ce serait ce texte-là. Oui. Alors, ça m'a frappé. Et puis, évidemment, on ne peut pas ici, c'est trop long, mais quand même, un des premiers points que vous avez développé, que vous développez dans ce texte-là, qui s'appelle le libre arbitre. Oui. Je vous écoute là-dessus. Oui, c'est parce que c'est à l'époque de l'adolescence, j'ai découvert
pour moi, j'ai découvert que le libre arbitre, c'était une illusion. Mais je n'avais même pas le terme libre arbitre à ce moment-là, je ne savais pas que ça existait. Mais c'était la lourdeur du sentiment de culpabilité que l'Église catholique nous mettait sur le dos à l'époque, partout, là, qui m'avait poussé à me questionner sur, disons, la responsabilité. Oui. La notion de responsabilité. Puis là, j'avais découvert avec un livre qui s'appelait Une prodigieuse victoire de la psychologie moderne, Oui. de Pierre Daco, oui, c'est ça? parlé, oui. Qui expliquait comment on fonctionnait par conditionnement. Voilà. Souvent un conditionnement inconscient. Puis là, j'avais réfléchi à ça, puis là, je m'étais rendu compte que l'Église catholique nous proposait une histoire que quand on allait mourir, on allait être jugé selon nos actes, si on avait été bon ou méchant, puis on allait être récompensé ou puni. Alors, c'est de là que vient l'idée de mérite. Est-ce qu'on mérite le ciel ou on mérite l'enfer? Est-ce qu'on mérite une punition, une récompense? Est-ce qu'on mérite d'être prospère et en santé ou on mérite d'être bon? Alors, là, j'avais compris que on est fait de conditionnement. Puis j'essayais de voir c'était quoi la limite du conditionnement, mais à force de réfléchir, je me disais, il n'y a pas de limite, parce que chaque conditionnement, est toujours la cause, la conséquence de quelque chose d'autre. Donc, pour moi, je me suis mis à voir le libre arbitre comme une chose relative, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on peut dire, moi, j'ai la liberté de me lever puis d'aller allumer la lumière ou quoi que ce soit, ou de ne pas le faire, mais il y a quelque chose qui fait que je le fais ou que je ne le fais pas, qui est à l'intérieur de moi, c'est tout mon conditionnement, que ce soit mon éducation, les connaissances que j'ai, les expériences que j'ai vécues, positives, négatives. L'environnement culturel, l'éducation générale, l'historique de la famille, l'historique du peuple, l'historique de l'humanité, tout ça, je l'ai en moi, à ma façon, parce que je suis le seul à avoir été conditionné si précisément comme ci, comme ça, comme ça. Chaque personne a un conditionnement différent, ce qui produit des comportements différents. Et puis, pour moi, c'est ça, là, la récompense, la punition, le ciel, l'enfer, pour moi, ça m'a paru absurde à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai décroché du sentiment de culpabilité, du sentiment d'orgueil aussi, d'être fier de quelque chose. Ben non, je ne suis pas fier de rien. C'est parce que la vie m'a amené là, puis j'ai fait ça parce que ça correspondait à mes besoins, puis mes possibilités. Donc, j'ai aucune fierté, puis aucun sentiment de culpabilité. Alors, ça a changé ma vie. Ça, j'avais 14 ans, c'est l'adolescence. Ça a ouvert, pour moi, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis, depuis ce temps-là, je vis avec ça, puis je l'apprécie beaucoup, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont pris dans cette croyance-là au mérite. Je ne mérite pas ça, ou bon. Fait que ça m'a beaucoup aidé, ça, dans ma vie. Ça vous a guidé, en tout cas, oui. on peut dire. Puis ça m'aide aussi à considérer les autres personnes, à ne pas juger, tu sais, parce que je sais que si telle personne fait telle chose, même si ça a l'air bien bizarre, pas correct, je sais qu'il y a un conditionnement derrière. Merci, c'est pas évident de parler de ça, c'est pas facile non plus parce que c'est quand même complexe. Non, mais on va vite. Mais voilà, on a quand même une idée et on invite les gens à aller découvrir votre site sur lequel ils peuvent lire ce texte vraiment prenant. Peut-être commenter aussi parce que moi j'aimerais ça avoir des commentaires. D'accord. Ah, oui, les gens peuvent le faire bien sûr en envoyant. Vous avez mis des indications pour ça. Moi, je vous ai proposé un terme qui est un peu particulier ici, qui s'appelle le sentiment océanique. À savoir, c'est un moment qui a été décrit par Romain Rolland, dans lequel il y a une suspension du temps et de l'espace, et c'est un moment de fusion. Lorsqu'on arrive devant une pièce musicale, une peinture, une rencontre avec quelqu'un qui nous éblouit, on vit un moment d'une intensité extraordinaire où on est en communion totale avec le monde. Et on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est sûr que ça arrive à tout le monde, mais en particulier chez un musicien. Et donc, j'allais vous demander s'il y a une pièce musicale qui vous a touché de cette façon-là et que vous pourriez peut-être, en terminant, nous faire au piano. Oui. Oui, il y a des choses qui m'ont touché, qui m'ont amené. Moi, j'appelle ça l'état de grâce. Là. Et voilà, l'état de grâce.
Mais faire au piano, bon, j'ai peut-être un petit exemple. Oui. Pour moi, c'est Bach, parce que pour Oui, Bach, mais j'ai comme un... Mais je ne suis pas sûr que je vais jouer, là. Tantôt je l'ai essayé, puis Oui. je me suis planté, mais en tout cas, c'était l'idée du contrepoint en musique, que je trouve comme quelque chose de magique. C'est-à-dire que tu as une main qui joue une mélodie, puis l'autre main qui joue une autre mélodie, puis les deux ensemble, ça fait ce contrepoint. Mais je peux essayer. Je peux essayer de le faire. Ben, écoutez, avant de vous mettre au pied, moi je vous remercie d'avoir accepté cette entrevue et on va terminer en vous regardant en train de faire cette pièce, ce petit bout Ouais, d'une pièce de Bach. Alors, ça s'appelle l'offrande musicale. C'est un thème que Bach avait composé pour le roi, pas le prince Philippe II de... Non, je me souviens plus, en tout cas. Merci bien, Guy Richard. Va jouer la Allez-y. mélodie. Est-ce que je joue peut-être la mélodie tout seul, après ça les deux? Oui. Ben oui. Donc le thème, c'est ça.